La pluie avait ce soir-là une façon de laver les pavés et de noyer les voies. Les néons des enseignes se bousculaient dans les flaques, dessinant des rubans tremblants sur le trottoir. Le Papillon d'Or, un café minuscule coincé entre une bibliothèque municipale et une mercerie, brillait d'une lumière jaune comme une lanterne au milieu du gris. À l'intérieur, l'odeur du café tenait lieu de chaleur, et les tables patinées gardaient l'empreinte de 1000 conversations qui n'avaient jamais changé le monde. Amélie essuyait une assiette avec un torchon qui sentait la lessive trop forte. Ses mains étaient fines mais robustes, habituées aux gestes répétés. Déposer une tasse, caler une chaise, essuyer une semelle de pain trop pleine. Elle avait 30 ans, des taches de rousseur légère sur le nez et une fatigue qui n'était pas seulement physique. Sa vie tenait dans une poche. Quelques pièces, 2 factures pliées, le carnet d'évaluation de Sophie, sa sœur cadette. Sophie avait 18 ans et respirait à moitié à travers des machines depuis qu'un mâle invisible avait décidé qu'elle ne pourrait pas courir comme les autres. Elle vivait avec Amélie depuis 3 ans, depuis que leur mère était partie sans adresse. Les soins coûtaient, les indemnités étaient minces, les contrats précaires et les horaires décalés dictaient le tempo de leurs jours. Amélie connaissait les menus à force de les prononcer, connaissait les clients par leur façon de garder le silence ou d'embellir leur solitude. Elle connaissait les ruines de la ville, où les étoiles n'arrivaient parfois pas à percer. Monsieur Beaumont, propriétaire du Papillon d'Or, était un homme qui croyait aux économies plus qu'à la générosité. Il avait la voix d'un caillou et la main lourde quand venait le temps de compter la caisse. Il payait juste assez pour garder l'enseigne ouverte et garder ses serveuses sur le qui-vive. Amélie supportait. Elle aimait ce café comme on aime une vieille maison, pour ce qu'il bonne même lorsqu'il est fragile. La soirée était une succession d'allers-retours. La pluie tambourinait contre la vitrine. Un jeune couple au fond regardait un film sur un téléphone en partageant un cornet de frites. Un homme en imperméable lisait un journal en fronçant les sourcils. Amélie souriait aux habitués, notait de mémoire qui prenait son café sans sucre, qui voulait plus de crème, qui préférait un coin de silence. Elle anticipait, elle devançait, parce que sa vigilance tenait lieu de sécurité pour deux. Le Papillon d'Or n'était pas l'endroit des grandes rencontres. Et pourtant, ce soir-là, une silhouette passa la porte qui déplaça le poids de l'air. L'homme avait cette présence qu'on remarque sans vouloir la regarder. Un pardessus parfaitement coupé, une montre italienne qui brillait d'une manière un peu gênante sous les néons, des yeux d'un bleu vif tranchant comme une lame. Il s'installa près de la fenêtre, sans regarder autour, comme celui qui a l'habitude d'être invisible quand il le souhaite. Les clients l'avaient reconnu. Gabriel Moncler, le fondateur d'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Europe. On chuchotait à son sujet. On parlait de philanthropes et de tycoons, de brevets et de soirées privées. Lui ne parlait pas. Il s'assit, posa ses mains sur la table et regarda la pluie tomber. Amélie apporta son café avec la même douceur qu'à tous. Elle sentit néanmoins quelque chose d'autre, un décalage qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il respirait comme si chaque inspiration était un effort. Il s'appuya sur la table, serra les doigts contre le rebord. Puis, sans alarme, la douleur le traversa. Une épaule qui se redresse, un souffle court, un regard qui cherche une encre. Il se leva d'un coup, manqua de renverser sa tasse. Il essaya de reprendre son souffle, pâlit. Les autres clients regardèrent d'abord par curiosité, puis par gêne, et finalement, la banalité reprit ses droits. Chacun plongé dans son petit monde, personne ne savait quoi faire. Monsieur Beaumont hésita, ouvertement embarrassé. Amélie, qui avait appris à voir ce que les autres évitaient, s'approcha. « Monsieur, vous allez bien ?» dit-elle d'une voix claire, sans panique mais ferme. L'homme tenta de sourire, mais la morsure de la douleur arrêta ses lèvres. Il murmura quelque chose d'inaudible, glissa la main vers sa poitrine. Son visage se contracta, le souffle se fit court. Une sueur froide perla à sa tempe. Pour une seconde, le temps se suspendit. Puis il s'effondra sur le côté, sa tête heurtant la table. Une tasse d'or éclata au sol en échappant à son bras. La scène eut la même urgence qu'un coup de tonnerre en été. Les conversations cessèrent. Amélie sentit son cœur accélérer. Elle avait vu des choses, petites blessures, ivresse, bagarres de rue, mais cela ressemblait à autre chose, quelque chose que ses doigts connaissaient seulement comme le silence prolongé derrière un souffle. Elle posa la main sur son poignet, chercha le pouls. Il était faible, irrégulier. Le visage était blême, la respiration hachée. Elle ne réfléchit pas longtemps. Elle se baissa, vérifia la bouche, inclina la tête. Elle lui parla pour le garder conscient.
Monsieur, restez avec moi, vous allez respirer lentement. Aidez-moi à vous garder éveillé. Elle demanda à quelqu'un d'appeler le SAMU. Un jeune homme au comptoir, qui mangeait encore ses frites, trébucha, sortit son téléphone et composa le numéro à voix basse. Gabriel ouvrit les yeux, regard croisé entre douleur et reconnaissance confuse. Amélie remarqua un petit étui métallique dans la poche intérieure de sa veste, peut-être un spray, peut-être un petit flacon. Quelques secondes plus tard, il l'attendit malgré le tremblement. Elle comprit avant d'avoir le temps d'analyser. Sous langage des personnes ayant un antécédent cardiaque, une petite pilule sublinguale, une aide pour le soulagement aigu. Ce n'était pas un geste extravagant de la part de quelqu'un qui avait emporté un kit de survie, c'était l'empreinte d'une vie qui avait connu la fragilité. « Prenez-le, monsieur, placez-le sous la langue, doucement. » Amélie glissa la tablette humide entre ses dents, surveilla la couleur de sa peau qui, pendant un instant, devint d'un gris cendré. Elle sentit qu'il luttait pour rester lucide. Elle continua à lui parler, à lui tenir la main, à ne pas le lâcher. Les minutes furent longues comme des colonnes de pluie. L'ambulance arriva finalement, sirène étouffée par la nuit. Les secouristes travaillèrent avec la rapidité d'un balai pratiqué 1000 fois. Électrocardiogramme, oxygène, perfusion possible, gestes précis. Dans le couloir, un secouriste demanda à Amélie ce qu'elle avait fait, elle raconta brièvement. Ils notèrent le temps, la prise de la pilule, le fait qu'il avait été conscient mais diminué. Elle se sentit étrangement observée, comme si ce qu'elle avait fait comptait d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Avant d'embarquer Gabriel sur la civière, l'un des secouristes posa la main sur l'épaule d'Amélie. « Vous avez bien agi, vous avez aidé à stabiliser le patient en attendant l'arrivée des secours, merci. » Ces mots simples frappèrent plus fort que n'importe quel remerciement. Il y avait dans la reconnaissance des inconnus une chaleur qui la toucherait plus tard, comme une braise qui reste. Gabriel fut emmené. Le papillon d'or retrouva lentement ses habitudes. Un couvre-plat revenait, une dame reprit sa lecture interrompue, Monsieur Beaumont marmonnait quelque chose sur les responsabilités et la mauvaise pub. Mais Amélie restait au comptoir, la respiration encore irrégulière, le corps imprégné d'adrénaline et d'un sentiment profond d'être passé d'une surface de la vie à une autre. Elle avait tenu la main d'un inconnu qui venait de flancher. Elle avait fait ce qu'elle savait faire, présence, action, attention. Et la nuit, dehors, continuait à laver les pavés. Elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Sophie dormait, l'appareil respiratoire ronronnait doucement comme un sortilège. La petite chambre qu'elle partageait était petite, mais pleine de choses qui faisaient sens. Une radio pirate, des photos collées au mur, des post-it avec des rendez-vous médicaux, un thermos encore tiède sur la table. Amélie s'assit sur le bord du lit, observa la sœur dormir et sentit qu'une gratitude mêlée de peur. Les factures, les rendez-vous, les médicaments, tout continuait. Le lendemain, la ville était propre d'une autre manière. Le soleil parvint à percer entre deux nuages, comme si Paris tentait de revenir à sa respiration. Le papillon d'or reprit son rythme, mais des murmures circulaient. « Vous avez vu l'homme d'hier soir, le milliardaire ?» Certains clients se penchaient en offrant des hypothèses. Pour Amélie, ces chuchotements étaient une brume lointaine. Elle servait, elle nettoyait, elle comptait. La vie n'attendait pas. Vers 11 heures, un homme en costume entra, pas tout à fait comme les autres. Il avait l'air sec de ceux qui gèrent les choses, un avocat peut-être, ou un homme d'affaires qui n'avait pas de place pour l'égarement humain. Il se présenta d'une voix polie, presque formelle. « Madame Dubois, maître Jean-Pierre Rousseau, je suis l'avocat de Monsieur Monclerc. » Il sortit une enveloppe de son attaché-case, soigneusement scellée. Le silence dans le café s'épaissit. Amélie sentit son estomac se contracter. Elle se demandait si c'était un souvenir, un remboursement, une idée erronée. Elle prit l'enveloppe, remarqua le cachet et l'écriture nette. Maître Rousseau lui expliqua que, sur instruction de son client, il apportait une marque de gratitude immédiate, une somme d'argent pour couvrir les dépenses médicales et un petit mot d'invitation. L'homme inclina légèrement la tête, la gravité de ses gestes mesurée. « Monsieur Monclerc tient à vous rencontrer, si vous l'acceptez, madame. Il souhaite vous remercier en personne. Mais il m'a demandé de ne pas vous déranger inutilement. Votre discret consentement suffira. Nous pouvons organiser une visite à son domicile ou à l'hôpital. » Le ton était administratif, presque distant, mais dans ses yeux il y avait cette logique qu'on rencontre chez ceux qui voient le monde en conséquence. Amélie prit l'enveloppe à contre-cœur et l'ouvrit. Il y avait de l'argent, une somme importante, plus que ce qu'elle touchait en un mois ou deux, et une carte, sobre. « Pour vous, qui avez tenu ma main. »
J'ai Moncler. Ses doigts tremblaient. Elle sentit un mélange de pudeur et de confusion. L'argent résolvait des problèmes immédiats, factures, médicaments de Sophie, peut-être même un petit répit. Mais il y avait plus, une porte qui semblait s'ouvrir, une main tendue d'un homme qu'elle n'avait jamais vu au-delà d'une crise. Maître Rousseau prit note de son silence. Il souhaite également proposer une prise en charge pour votre sœur. Il a déjà activé des contacts à l'hôpital où M. Moncler est suivi. Il propose une évaluation complète et, si nécessaire, une série de soins qu'il financera. Il insiste sur le fait que c'est sans engagement. Il veut simplement aider. La proposition prit l'espace comme une pierre jetée dans une eau calme. Des cercles se formèrent, imprévisibles. Amélie sentit un nœud dans sa gorge. Aider, pour elle, avait souvent un visage concret, un rendez-vous, un traitement, une ordonnance. Laisser entrer un milliardaire dans l'existence de ces petites décisions faisait peur. Elle pensa aux rumeurs, les patrons qui aiment décider vite, aux capitaines d'industrie qui transforment tout en politique. La somme d'argent dans l'enveloppe pouvait payer plusieurs mois de soins. L'invitation pouvait ouvrir une porte. Mais ouvrir une porte signifiait parfois franchir un seuil dont on ignorait les conséquences. Elle passa la nuit à peser, elle s'imagina 100 scénarios. Refuser et voir Sophie dépérir, accepter et perdre son indépendance, garder l'enveloppe fermée comme un talisman qui réchaufferait uniquement un instant. Elle relut la carte où l'écriture était sobre. « Pour vous qui avez tenu ma main ». Une phrase simple, presque fragile. Elle pensa à la main froide de Gabriel qui avait trouvé la chaleur de la sienne dans le fracas d'une tasse cassée. Au matin, elle décida d'en parler autour d'elle. D'abord à Madame Petit, la voisine, qui tenait une épicerie prête à prêter un paquet de sucre, puis à Rachid, le chauffeur de bus qui connaissait tout le quartier. Ils furent tous deux clairs, aider était un bien nécessaire. Mais la vraie voix, l'ultime boussole d'Amélie, était la voix de Sophie. Elle s'installa au bord du lit, prit sa main et dit doucement « Ils proposent de t'aider, ils veulent nous aider, Soph, mais je dois savoir ce que tu veux. » Sophie, qui savait mieux qu'aucune autre la valeur des moments, sourit. « Si c'est pour rester ici avec toi, alors j'accepte, » chuchota-t-elle. « Si c'est pour me donner une chance, alors oui. » Les mots de Sophie, ouverts comme une fenêtre, firent voler la poussière des doutes. Amélie prit un profond souffle. Elle remit l'enveloppe dans sa poche le temps d'une décision. Elle se rendit au café, la pluie revenant sans prévenir, mais cette fois, la ville semblait permise d'autres possibles. Sur le comptoir, le silence qui suivit ses gestes fut habité de la même présence qu'elle avait connue la nuit précédente, celle d'une main qui tient. Alors, entre le bruit des cuillères et le sifflet d'un train, elle joignit sa décision à l'humaine courbure du moment. Elle appela le numéro laissé par Maître Rousseau pour fixer une rencontre. Sa voix trembla juste assez pour être humaine, pas pour trahir la peur. Un rendez-vous fut pris, hôpital, après-midi, porte C. Elle avait l'impression d'entrer dans une scène qu'elle n'avait pas écrite. Pourtant, au fond, ce qu'elle faisait était simple. Elle répondait à l'appel d'une vie qui avait croisé la sienne de façon violente et inattendue. Elle ne savait pas encore à quel point cette conversation allait remodeler non seulement leurs destins individuels, mais la direction d'une entreprise et peut-être la vie de tout un quartier. Elle se contenta de se préparer comme pour un examen. Réviser les chiffres des factures, noter les questions, consulter Maître Rousseau pour connaître les limites de l'offre et les modalités de toute prise en charge initiale. Elle voulait protéger Sophie avant tout. Quand elle entra à l'hôpital, l'air était différent. Métal, hygiène, voix contrôlée. Gabriel attendait, assis sur un fauteuil, un bandeau discret au poignet, l'air plus pâle qu'avant, mais présent. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. Ses yeux ne portaient plus l'acier tranchant d'hier. Ils étaient doux comme de la porcelaine, marqués par la reconnaissance et une fatigue qui appartenait aux hommes qui ont affronté beaucoup d'années. Aucun mot ne fut nécessaire d'emblée. Ils se sourirent sans que le passé ait à s'expliquer. « Vous êtes Amélie » dit-il finalement d'une voix basse. Elle hocha la tête. « Merci d'être venue » ajouta-t-il, et dans sa manière de le dire, il y avait la confession d'un homme face à sa vulnérabilité. Il avait cru pouvoir dominer la vie avec des brevets et des contrats, et la vie lui avait rappelé qu'elle gardait toujours le dernier mot. « J'ai voulu être certain de vous rencontrer. J'avais besoin de dire merci. » Ils parlèrent peu ce premier jour. Les mots creusaient un espace qui devait d'abord être habité par des gestes de confiance et des preuves concrètes, pas par des promesses. Gabriel, limité par la fatigue, parla de Céline, de sa fille disparue, une présence que l'entreprise n'avait jamais su remplacer.
Il avoua, d'une façon que la fortune ne pouvait effacer, un regret intime, l'absence de certaines humanités dans ses choix passés. Amélie écouta, attentive, sans juger. Elle avait sauvé un homme. Elle n'était pas venue pour l'absoudre de ses fautes. À la sortie de l'hôpital, Maître Rousseau lui remit une carte professionnelle et proposa d'organiser, si elle le souhaitait, la prise en charge de Sophie. Il tient à ce que tout soit clair, dit-il. Aucun engagement, juste une aide. Les mots étaient simples, mais Amélie savait que la simplicité administrative dissimulait parfois des précisions qu'il faut lire. Elle garda la carte. En rentrant au Papillon d'Or, la soirée avait déjà commencé. La pluie avait cessé, mais l'air gardait l'humidité d'une ville qui vient de pleurer. Amélie posa son sac sur la chaise et, pour la première fois depuis des années, se permit un moment d'arrêt. Elle pensa à la main froide qu'elle avait tenue, au cœur qui avait trébuché, à la présence fragile d'un homme qui, malgré l'empire qu'il dirigeait, était humain. Elle ne savait pas encore comment cette rencontre allait évoluer, ni jusqu'où l'invitation la pousserait. Elle sentait seulement que quelque chose, un fil ténu entre deux destins, venait d'être noué. Ce fil allait ressembler à un pont, mais pour l'instant, il se balançait au-dessus d'un ravin. Elle prit une inspiration, serra la carte entre ses doigts et regarda la porte du café qui s'ouvrait sur la ville. Le monde continuait de tourner, et elle venait d'en découvrir une nouvelle cadence. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner pour suivre la suite. Les jours qui suivirent furent un balancement entre espoir et prudence. L'enveloppe réglait des urgences, la première facture d'hospitalisation de Sophie, des médicaments, un ajustement de traitement qui permit à la respiration de la jeune femme de devenir moins mécanique. Les dettes ne disparurent pas comme par magie, mais le souffle de répit permit à Amélie de poser un calendrier. Rendez-vous médicaux planifiés, consultations, petites victoires. Elle inscrivit tout sur un carnet neuf avec des dates et des heures pour que l'organisation remplace l'angoisse. Pendant ce temps, les rumeurs grossissaient. Les télécafés du quartier avançaient 1000 interprétations. La serveuse devenue héroïne, l'homme d'affaires protégé par un acte gratuit. Certains voulaient croire à un conte, d'autres craignaient un piège. Amélie ne suivait pas ces conversations. Elle travaillait, dormait peu, passait des heures à lire des documents que Maître Rousseau lui avait conseillés, à comprendre ce qu'une offre de prise en charge englobait légalement. Elle apprit à lire entre les lignes. Une aide sans engagement pouvait signifier des conditions implicites, des pressions sociales, des attentes non écrites. Elle en discuta avec Rachid, qui lui dit en souriant « Garde tes yeux ouverts et ton cœur grand, les deux te serviront ». Ce fut aussi le moment où la première proposition concrète parvint. Gabriel souhaitait financer une évaluation complète pour Sophie et lui offrir un logement temporaire plus adapté. Il insista sur le fait qu'il ne voulait rien imposer. Maître Rousseau, fidèle à son rôle, lui présenta la proposition avec la clarté d'un homme qui sait mesurer les impacts. Date, médecin référent, accord écrit sur le financement. Amélie, prudente, exigea que tout soit souligné par écrit, avec une clause stipulant la gratuité des soins et la garantie que l'aide ne constituait pas une donation sujette à condition. Il y eut des moments où Amélie eut envie de se retenir de dire oui, par fierté, comme ceux qui refusent l'aide pour préserver leur dignité. Mais Sophie, qui était maintenant capable de sourire davantage, posa une main sur son genou et dit « Si ça peut m'aider à respirer mieux et te donner du temps, alors on le prend. » La décision se fit comme une feuille se détache, lente, irrévocable. L'appartement proposé fut un haussmannien discret, prêté par une fondation associée à l'entreprise. Les murs étaient hauts, la cuisine plus grande et le lit de Sophie mieux adapté. Pour la première fois depuis longtemps, elles eurent de la place pour étaler des choses. Amélie fit des courses, accrocha des rideaux, choisit une lampe qui donnait une clarté douce. Elle sentit la gratitude monter, mais aussi une alarme intérieure. Elle n'était plus tout à fait seule dans leur choix. Le quotidien changea subtilement, des rendez-vous médicaux programmés, des tuteurs recrutés pour remettre Amélie à niveau dans ses études, une proposition de financement pour qu'elle prenne des cours du soir. Gabriel demanda, à travers son avocat, si elle accepterait une formation initiale qui pourrait mener, sur le long terme, à une implication au sein d'un des programmes sociaux de son entreprise. C'était une offre emplie de nuances, une chance, mais aussi un saut dans l'inconnu. Amélie accepta, pas parce qu'elle croyait au conte de fées, mais parce que l'offre allait dans le sens de ce qu'elle désirait depuis longtemps sans oser le dire, pouvoir s'instruire, comprendre, peser ses propres choix.
Elle s'inscrivit à des cours du soir, à la préparation du baccalauréat, et se fit accompagner par un tuteur d'une association locale qui devint rapidement une présence rassurante. Les débuts furent difficiles. Les mots semblaient étranges au début. La logique scolaire lui rappelait un monde qu'elle n'avait pas fréquenté. Mais elle travailla, fit des nuits entières, et, petit à petit, des progrès apparurent. Les victoires étaient modestes. Une bonne note, la compréhension d'un concept, un examen réussi. Chaque petite réussite était comme une brique posée. C'est ainsi, entre petites victoires et grandes appréhensions, que se tissa la suite d'une histoire dont l'origine tenait à une main tenue sur le plateau d'une table de café. Les enjeux étaient désormais plus vastes que l'enveloppe d'hier. Il y avait la possibilité de remanier non seulement deux vies, mais des pratiques, des priorités, une entreprise. Mais ces questions, lourdes et longues, se construiraient avec le temps. Pour l'instant, Amélie avançait pas à pas, avec la prudence d'une femme qui sait que la dignité se préserve par l'action et la clarté. Le monde, autour d'elle, continuait de bruisser. Certaines personnes la regardaient avec admiration, d'autres avec suspicion. Monsieur Beaumont, qui avait perdu une main-d'œuvre précieuse, marmonnait des calculs au comptoir. Il y avait des clients nouveaux, journalistes en quête d'histoire, et des anciens qui venaient pour la bonne odeur du café et restaient pour la voix d'Amélie. Les jours passèrent, chacun tissant son fil dans la trame d'une vie qui commençait à s'étendre. Et pourtant, dans l'ombre des moments d'amélioration, l'inévitable persistait. La santé de Gabriel restait fragile. Les médecins parlaient en termes prudents. Les registres hospitaliers, les rendez-vous, la surveillance. Amélie savait qu'il n'était pas sorti d'affaire, même s'il avait souri un jour en la remerciant d'une manière qui ne ressemblait à aucune autre. Elle se demanda, à mi-voix, comment un geste isolé pouvait être le point de départ d'un changement durable. Elle se promettait, silencieusement, de garder la même attention qui l'avait guidée à la première seconde. Ne pas être attirée par le faste, mais rester fidèle aux petites nécessités qui avaient animé son action. La route était longue. Le vrai travail, comme elle le comprenait maintenant, ne serait pas d'accepter l'enveloppe, mais d'apprendre à transformer l'aide ponctuelle en quelque chose de structuré, durable et digne. Elle pensait à l'idée d'impact social, à ces deux mots qu'elle connaissait à peine, mais que l'entreprise utilisait déjà, responsabilité sociale. Elle voulait que l'aide reçue transforme surtout la vie de ceux qui n'avaient pas de voix, sans oublier que la dignité devait rester première. C'est ainsi que, entre la pluie et les éclaircies, entre la petite chambre et l'haussmannien qui leur donnait plus d'air, Amélie poursuivit son chemin. Elle avait sauvé une vie la nuit où la tasse avait éclaté. Elle acceptait désormais de regarder en face ce que cet acte pouvait engendrer. Mais le plus grand défi restait à venir, faire en sorte que la gratitude d'un homme à l'agonie devienne une force capable de changer plus que des comptes en banque, une force qui changerait des politiques, des cœurs et peut-être une entreprise tout entière. Elle ne savait pas encore comment, mais elle était prête à l'apprendre. La page suivante attendait. Les enjeux s'épaississaient, et au cœur d'eux restait une certitude. Un geste a parfois la puissance de déclencher une série d'événements qui dépassent sa forme initiale. Amélie, serveuse au papillon d'or, venait d'en être la preuve. Elle n'était pas naïve, elle était vigilante. Et la suite, imminente, lui demanderait d'être en plus qu'une main tendue. Elle demanderait de la ténacité, de l'intelligence et surtout du courage. Les mois qui suivirent furent une succession d'efforts concentrés, de nuits courtes et de petits triomphes qui, mis bout à bout, tissaient quelque chose de nouveau. Amélie transforma la crainte initiale en méthode. Elle organisa son temps comme on range un placard trop plein. Le matin, elle travaillait au papillon d'or, servait des cafés, écoutait sans juger. L'après-midi, elle accompagnait Sophie aux consultations et suivait les rendez-vous. Le soir, elle s'asseyait à une table où la lampe rendait les pages moins hostiles, et elle entamait ses cours de préparation au baccalauréat. Le torchon, ce compagnon dont elle ne se séparait jamais, était maintenant posé à côté de son manuel d'économie. Deux mondes partageaient le même plan de travail. Les premiers mois furent rudes. Les notions scolaires revenaient comme des vagues imprévues. La géométrie lui paraissait étrangère. La méthodologie de dissertation lui échappait parfois. Elle connut des notes médiocres, des soirées où elle avait l'impression de stagner. Mais chaque échec traçait un sillon qui la rendait plus solide. Elle changea de méthode, demanda de l'aide, accepta un tuteur, Anaïs, une étudiante en sciences sociales de l'association locale, qui fit de la patience un art. On reprend depuis le début, une phrase à la fois, lui disait Anaïs. Et Amélie reprenait, recollait les morceaux, apprenait à expliquer à voix haute ce qu'elle venait de lire, la meilleure manière de savoir si quelque chose avait été compris.
Gabriel recevait régulièrement des nouvelles. Ses visites à l'hôpital se firent plus rares, mais plus intenses. Il voulait comprendre ce qui animait cette jeune femme qui, d'un geste, lui avait rendu la vue sur sa propre fragilité. Il lui fit parvenir, par l'intermédiaire de Maître Rousseau, des livres, des lettres, parfois de simples phrases griffonnées qui semblaient plus importantes que tout l'argent qu'il avait envoyé. « Les savoirs te donnent des bras plus longs », écrivait-il un jour, sans ostentation, joignant une photographie encadrée de Céline, sa fille, souriante dans un jardin. Les confidences de Gabriel, lentes et sans emphase, vinrent peu à peu. Il parlait de sa fille comme d'une règle intérieure, qui lui rappelait qu'une entreprise n'était pas seulement un chiffre sur un tableau, mais un endroit où des vies se croisaient. Il avoua, parfois en plein milieu d'une conversation qui traitait d'autre chose, l'angoisse du vide qu'avait laissé sa disparition, un vide que ni les brevets ni les prix n'avaient comblé. Lorsque la proposition officielle tomba, une bourse pour finir le baccalauréat, un tuteur financé et l'inscription à un programme passerelle menant vers une école de commerce en partenariat avec la Fondation Montclair, Amélie ne sut d'abord que dire. La paperasse était dense, les formulaires exigeants. Maître Rousseau vint la voir pour tout expliquer, avec la précision d'un homme qui savait que le diable se cachait dans les clauses. « Rien n'est gravé dans le marbre, lui dit-il calmement, mais il y a des engagements clairs sur le financement. Vous restez maîtresse des choix, c'est vous qui acceptez. » Ce fut, aux yeux d'Amélie, une assurance essentielle. L'aide avait des limites, mais aussi la transparence qu'elle exigeait. Le temps passa, les diplômes se rapprochèrent. Le bac fut une montagne qu'elle gravit à petits pas. Nuit d'études, révision avec d'autres adultes de son cours du soir, exercice de français dicté au milieu du salon où Sophie reposait. Quand les résultats tombèrent, ce fut une joie humble et immense. Elle avait obtenu son baccalauréat avec une mention assez inattendue, mention qui, pour elle, avait le goût de la liberté. Le quartier entier sembla partager cette fierté. Madame Petit accrocha un petit bouquet de fleurs sur la porte de leur appartement et Rachid klaxonna comme pour annoncer une victoire locale. Sophie, le visage éclairé, pleura silencieusement, des larmes qui n'étaient pas faiblesse mais reconnaissance. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir n'apparut plus comme une succession de factures, mais comme une route possible. La suite ne fut pas une entrée fulgurante à l'élite, mais l'ouverture d'une porte surveillée. Le programme Passerelle, soutenu par la Fondation, liait une structure d'insertion à une école de commerce reconnue. Il n'était pas question d'un privilège, mais d'une voie bâtie pour durer. Des cours intensifs, un mentorat, des stages en entreprise. Amélie y arriva avec son histoire dans sa poche, ses mains encore marquées de café et de savon. Elle se sentit parfois l'intruse parmi des CV plus sophistiqués, des biographies sans trous. Pourtant, elle avait quelque chose qu'aucun dossier ne montrait, une capacité à écouter, à faire des choix concrets sous pression, à tenir sa parole quand il n'y avait rien à gagner. Ces qualités la firent rapidement remarquer par un professeur, par un tuteur, puis par une responsable de la Fondation. La transformation prit forme aussi dans la façon dont elle était accueillie chez Montclair Industries. Les premières visites furent simples, meeting bref, salle lumineuse, des gens qui parlaient en chiffres. Gabriel invita Amélie à assister à quelques comités en tant qu'observatrice, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une place honorifique, mais d'un apprentissage. Il tenait à ce qu'elle comprenne les rouages, les budgets, les priorités, la manière dont une décision financière pouvait impacter des vies. Comprendre les mécanismes, lui disait-il, c'est l'antidote contre la naïveté. Les mots « responsabilité sociale » (CSR) furent expliqués sans jargon inutile. C'est, lui dit un directeur, l'idée qu'une entreprise, au-delà de sa rentabilité, prend en compte son impact sur les salariés, les patients, la planète. Ce n'est pas une dépense morale, c'est une stratégie qui protège une activité sur le long terme. Amélie apprit à lire des tableaux de bord, à analyser des indicateurs simples, taux d'accès aux soins, retombées locales, coûts moyens par patient. Elle n'eut pas le temps d'apprendre tout en profondeur, mais les notions s'inscrivaient dans son esprit comme des outils, pas pour dominer, mais pour agir en connaissance. Là apparut Thomas Montclair. Il avait la silhouette raide d'un homme pour qui les décisions se prenaient selon le principe de l'efficience. Sa première rencontre avec Amélie fut brève et glacée. « Madame Dubois, dit-il, d'une voix où se mêlaient curiosité et prudence, nous apprécions les gens qui se donnent, mais chez nous, un projet doit se prouver, il doit se justifier par des résultats chiffrés. » Il n'était pas méchant, simplement suspendu à une logique qu'il avait apprise, maximum de résultats avec un minimum de dépenses. Amélie sentit la défiance et sut que la bataille pour la crédibilité ne se jouerait pas sur la compassion, mais sur l'efficacité.
Elle proposa alors un projet concret qu'elle avait à cœur depuis le quartier. Des cliniques mobiles pour desservir les quartiers périphériques où l'accès aux soins restait aléatoire. L'idée était simple et, précisément parce qu'elle était simple, risquée. Le coût, véhicule adapté, équipe tournante, partenariats locaux. Le bénéfice, dépistage précoce, réduction des urgences, meilleure réputation pour l'entreprise. Elle présenta un calendrier, des chiffres estimés, un projet pilote pour un arrondissement proche. Elle y mit l'âme du papillon d'or, proximité, bienveillance, continuité. La réunion du comité fut un champ de regards. Certains sourirent, d'autres calculèrent en silence. Thomas, comme prévu, posa les questions tranchantes. Quel sera le retour sur investissement? Combien de patients par mois? Qui assumera le risque si le projet coûte plus que prévu? Amélie répondit avec la logique d'une personne qui avait appris vite. Évaluer le nombre d'habitants, le taux de pathologie non détectée, les coûts évités par un dépistage précoce. Ce n'est pas qu'une dépense sociale, conclut-elle, c'est une protection de notre marché. Un patient soigné en prévention est un patient averti et un ambassadeur de la marque. Pour la première fois, Thomas garda le silence plus d'une minute. Gabriel, qui participait à la réunion, avait le regard posé sur elle avec une tendresse mêlée de fierté. Il avait confiance, et, pour un temps, sa confiance pesa plus que les doutes. Le projet fut accepté à l'essai. La joie d'Amélie fut contenue. Elle connaissait les embûches administratives, les écueils logistiques. D'abord vinrent les autorisations, la sélection d'une équipe médicale, les appels d'offres pour 2 véhicules. Ensuite, la mise en place d'un système simple de supervision. Indicateurs clairs, rapports mensuels, évaluations externes. Elle mit à profit ses relations de quartier. Mme Petit pour la logistique, Rachid pour la médiation, des associations locales pour faire connaître les dates de passage. Le premier camion partit un matin où le ciel était bas, mais sans pluie. Le bruit du moteur dans la rue fit comme une petite fête. Les habitants vinrent avec leurs craintes, leurs questions, leurs histoires. Une grand-mère pleura quand on lui expliqua qu'une pathologie pouvait désormais être détectée tôt. Un garçon trouva un pansement après une chute. Les chiffres du premier mois furent modestes, mais les témoignages furent forts. Le bouche à oreille commença à fonctionner. Pour autant, tout ne fut pas fluide. La mise en lumière attira aussi des résistances. Un journaliste d'un grand quotidien publia un article ambigu. Il titra sur le geste populiste d'un milliardaire et laissa entendre que des avantages fiscaux étaient recherchés. Sans preuve solide. Des actionnaires remirent en question l'ampleur du projet. Certains cadres se sentirent humiliés de voir une ancienne serveuse porter la parole d'un programme stratégique. Une rumeur plus malveillante circula sur les réseaux sociaux. Accusation vague de favoritisme dans l'attribution d'un marché pour l'aménagement des camions. Le bruit se répandit comme une tache d'huile. La première enquête interne fut un choc. Une équipe indépendante fut nommée pour vérifier les procédures d'appel d'offres. Amélie dut défendre sa posture, expliquer les appels d'offres, montrer les comptes, répondre à des questions techniques. Pendant 3 longues semaines, elle se sentit scrutée. Chaque email était relu, chaque signature remise en question. La campagne de presse et les murmures du conseil laissaient une peau d'orage sur sa vie. Monsieur Beaumont se contentait d'un haussement d'épaules moqueur, tandis que ses voisins murmuraient. Mais Sophie restait son ancre. « Il cherche des réponses », lui dit-elle un soir en lui tenant la main. « Nous avons des faits. Ne les laisse pas transformer notre histoire en boue. » La vérification rendit un rapport blanc. Aucune irrégularité, les procédures avaient été respectées, les appels d'offres transparents. Le journaliste publia une rectification en seconde page, mais le mal était fait. L'image était tachée, certains esprits restaient méfiants. Cependant, la vérité, quand elle est froide et démontrable, a une force qu'on ne peut ignorer. Les cliniques continuèrent à rouler et les chiffres, au fil des mois, devinrent favorables. Retour positif, baisse des hospitalisations non urgentes, visibilité locale. La Fondation documenta les résultats, publia des études et s'ouvrit à des audits indépendants qui confirmèrent l'efficacité du dispositif. Thomas, dans ce contexte, jouait un rôle contradictoire. Il avait été l'opposant de la première heure, mais la réalité des chiffres et la pression des marchés le poussèrent à reconnaître ce qui fonctionnait. À la première réunion où les chiffres furent positifs, il se leva, inspecta les feuilles, puis dit d'une voix qu'Amélie ne lui connaissait pas « Les résultats sont là. Nous devons optimiser la chaîne pour que ce soit durable. » Ce n'était pas un aveu d'affection, mais un pas vers une collaboration pratique.
Plus tard, dans une conversation privée, il avoua à un collègue qu'il n'avait pas imaginé voir les bénéfices aussi vite. « Elle a une manière de parler aux gens qui désarme », concéda-t-il. « Et ce qu'elle propose ne vient pas d'un livre de stratégie, c'est de l'expérience vraie. » Le temps, pourtant, ne fut pas clément avec Gabriel. Les contrôles médicaux, les précautions, les changements d'habitude ne parvinrent pas à annuler l'usure. Une nuit d'hiver, alors que la ville portait un givre fin, il fit un malaise plus violent que le précédent. Cette fois, l'ambulance arriva trop tard pour qu'il reparte indemne. Les médecins firent tout. Ils parlèrent de potentialités, de possibles interventions, mais la voix humaine a parfois des limites que les hôpitaux ne peuvent guérir. À l'aube, après des heures où l'attente avait semblé une éternité, Gabriel mourut. Les mots qui décrivent ces heures sont souvent plats. La réalité, elle, est crue. Les alarmes, les visages fatigués, la solitude d'une chambre d'hôpital ou des fleurs mal adaptées portent l'empreinte d'une vie intense. La nouvelle secoua le monde de Montclair Industries, le quartier et une communauté bien plus large. La cérémonie fut discrète, comme l'aurait voulu Gabriel. Une chapelle ferme, des visages graves, quelques fleurs blanches. Amélie se tenait à l'écart, serrant dans sa poche une lettre que le milliardaire lui avait donnée la veille, quelques phrases qu'il avait griffonnées avec une main déjà éteinte par la fatigue. Pour Amélie, merci de m'avoir rappelé que le monde est fait d'histoires humaines. J'ai. Ces mots, simples, étaient désormais épaisseurs, preuve d'une confiance et d'un transfert de responsabilité. La lecture du testament fut un moment de tension contrôlée, organisé avec la clarté que seul Maître Rousseau savait imposer. La clause essentielle fut claire mais pas simpliste. La moitié des parts de la holding Montclair serait destinée à la succession Montclair, administrée par Thomas, et l'autre moitié serait attribuée, en fiducie, à un véhicule de gouvernance qui associerait l'entreprise et une personne extérieure désignée, Amélie, avec la condition explicite d'une cogestion. Cette clause exigeait que, pour un certain nombre d'années, la direction stratégique se fasse à deux têtes, une pour la gestion financière, Thomas, et une autre pour la direction de l'impact social, Amélie. Il y avait des garde-fous, un conseil de surveillance impartial, des audits annuels et une clause précisant que les décisions majeures nécessiteraient un accord commun. La rédaction fut volontaire. Gabriel voulait un équilibre qui empêcha que la seule logique du profit efface la mission humaine qu'il avait, à la fin, appris à chérir. Ce legs déclencha un orage interne. Les marchés frémirent, des actionnaires inquiets cherchèrent à remettre en question la validité d'une codirection imposée par un testament. Thomas, pris entre son inclination naturelle à la finance et le respect dû à son père, passa par des phases d'incompréhension, de colère, puis d'acceptation contrainte. Les avocats firent leur travail, les réunions se multiplièrent et Maître Rousseau fut omniprésent pour garantir que la mise en application resta conforme aux volontés de Gabriel. Il expliqua à Amélie, avec la prudence d'un homme qui sait que la loi se lit en nuances, ce que signifiait cogérer. Un rôle exécutif officiel, des pouvoirs définis, un accès aux documents, mais aussi des responsabilités juridiques et des comptes à rendre. Soudain, la vie d'Amélie fut bousculée par une réalité institutionnelle dont elle n'avait jamais mesuré l'ampleur. Elle n'était plus seulement la personne qui savait tenir des mains, elle était désormais appelée à co-diriger une multinationale pharmaceutique. La charge la fit vaciller. Les nuits devinrent plus courtes, non à cause des livres, mais à cause des appels, des réunions d'urgence et des pressions. Elle se sentait comme au bord d'un grand fleuve qu'il fallait traverser sans savoir nager. Pourtant, chaque fois qu'elle doutait, Sophie était là. Pas pour rassurer par des mots vides, mais par cette simplicité qui avait toujours été leur boussole. « Fais ce qui est juste », disait-elle, « pas ce qui est facile ». La période qui suivit la lecture du testament fut un combat de patience et de stratégie. Certains membres du conseil d'administration cherchèrent des moyens de contester la mise en place de la cogestion. D'autres allèrent vers des négociations pragmatiques. Les médias accentuèrent l'effet dramatique. La serveuse devenue copropriétaire, l'héritage qui bousculait le pouvoir. Amélie fut exposée à une foule d'opinions, de conseils non sollicités, de critiques parfois acerbes. Elle dut apprendre à filtrer la parole publique et à s'entourer de personnes compétentes, juristes, responsables financiers, experts en gouvernance. Maître Rousseau resta son pilier, expliquant chaque clause, chaque échéance, chaque risque. Il insista sur une idée simple, la cogestion n'était pas un cadeau, c'était une responsabilité qui demandait d'apprendre vite. À l'intérieur de l'entreprise, les tensions se firent plus nettes. Thomas, pour sa part, ressentit une vraie lutte intérieure.
Il savait que les marchés craindraient l'instabilité. Il mesurait la confiance nécessaire aux investisseurs. Il se montra d'abord combatif, réclamant des garanties financières et des limites claires. Les sessions entre lui et Amélie furent souvent tendues. Ils venaient d'univers différents, parlaient avec des langues différentes. Amélie parlait de vie et d'impact, Thomas de ratio et de cash flow. Mais Gabriel avait voulu que ces deux dimensions se rencontrent. La cohabitation fut d'abord un exercice d'humilité mutuelle. La première grande épreuve de leur cogestion arriva avec une décision sur le portefeuille de brevets. Un produit phare approchait la fin de son brevet et la direction envisageait d'augmenter drastiquement le prix pour préserver les marges pendant la phase de transition. Thomas, sous la pression des analystes, estimait que cette décision était économiquement rationnelle. Amélie, qui voyait dans ce produit des patients pour qui le coût pouvait être prohibitif, proposa une alternative. Maintenir un prix d'accès réduit pour les pays à faible revenu via un programme de subvention croisée, financé partiellement par une réduction des coûts opérationnels dans d'autres secteurs. La proposition requérait des simulations, projections et surtout un compromis sur la marge. La salle du conseil se transforma en théâtre d'arguments techniques. Amélie exposa les bénéfices non seulement sur le plan de l'image, mais aussi sur la stabilité long terme du marché. Une accessibilité préservée crée des relais de confiance, des réseaux de médecins prescripteurs et un accès durable au marché. Thomas riposta avec sa langue de chiffres, montrant comment la maison devait préserver ses capacités d'investissement. Au final, ils trouvèrent une voie médiane. Une période de prix modulée, un programme de subvention piloté et des indicateurs stricts pour vérifier l'impact financier. Le vote fut serré, mais la décision fut validée. Ce petit succès fut, pour Amélie, une preuve que la cogestion pouvait transformer des dilemmes moraux en politique pragmatique. Pour autant, la route demeurait semée d'embûches. Des oppositions internes existaient, parfois fomentées par ceux qui voyaient dans la nouvelle gouvernance une menace à leur position. Une campagne coordonnée chercha à faire tomber la crédibilité d'Amélie par la mise en circulation d'emails privés sortis de leur contexte. Des fuites médiatiques, des interprétations malveillantes. Elle dut passer par des enquêtes internes, des auditions devant le conseil, des confrontations où sa sincérité fut mise à l'épreuve. Chaque fois, elle répondit par la transparence et la préparation. Elle apprit à garder la voix claire, à produire des documents, à demander des preuves quand on l'accusait. La vérité, encore une fois, fut son bouclier. Thomas, lui aussi, vacilla. Il connut des nuits d'insomnie, douta de sa capacité à tenir l'entreprise, se heurta à des actionnaires pressants. Mais progressivement, en travaillant côte à côte avec Amélie sur des dossiers, il commença à percevoir l'intelligence de son approche. Ses propositions n'étaient pas naïves, mais construites sur une connaissance de terrain et une fidélité aux personnes. Une anecdote marqua leur relation. Lors d'un débat, Amélie raconta comment, quelques mois auparavant, une maman avait pleuré devant un camion parce qu'on lui avait appris qu'un dépistage avait sauvé la vie de son enfant. Thomas resta silencieux. Ce récit, cette étincelle d'humain, fit fondre une part de la froideur qu'il gardait. Il ne devint pas tout à coup chaleureux, mais il s'ouvrit à l'idée qu'un projet social pouvait être aussi un investissement de long terme. Les années suivantes marquèrent la consolidation d'un modèle que l'on commença à appeler, à l'interne, capitalisme conscient. Un pourcentage des profits était réaffecté à des programmes de prévention. Des partenariats locaux furent formalisés et une fondation fut créée pour assurer la pérennité des initiatives. La fondation Montclair-Céline prit forme, avec un conseil mixte et des critères clairs pour l'allocation des fonds. Le laboratoire lança de nouveaux projets éducatifs, des bourses et une plateforme de formation pour les soignants dans les zones désertées. Le chemin fut loin d'être sans douleur. Il y a eu des couacs, des projets qui échouèrent, des localités où la logistique se révéla plus compliquée que prévu. Mais, dans l'ensemble, le modèle démontra qu'une entreprise pouvait conjuguer performance économique et impact social sans sacrifier l'une à l'autre. On parla d'exemples, d'études de cas, d'observatoires. Amélie, qui n'avait jamais imaginé prononcer un discours devant un amphithéâtre, se trouva à l'aise avec l'idée que ses mots pouvaient porter des choix politiques. 10 ans après la nuit où une tasse s'était brisée, la scène était différente. Le Papillon d'Or avait été rénové grâce à un fonds de micro-investissement. Un coin lecture, une cuisine qui tenait mieux la chaleur, des fauteuils où des lecteurs pouvaient s'installer. Un panneau discret rappelait l'histoire. Ici, tout a commencé. Sophie, devenue plus autonome grâce à un suivi médical adapté, participait aux ateliers de la Fondation, engagée dans une activité de médiation et d'accueil.
Elle souriait souvent, et sa respiration était moins mécanique, comme si la vie lui avait rendu un peu plus de souffle. La Fondation Montclair-Céline soutenait désormais des centaines de cliniques mobiles, formait des soignants, conciliait programmes de prévention et innovation thérapeutique. Montclair Industries avait, de son côté, gardé sa solidité financière tout en devenant un exemple de gouvernance partagée. Thomas et Amélie étaient devenus, malgré eux, une équipe dont l'équilibre reposait sur le respect et la complémentarité. Ils parlaient moins en opposition frontale et plus en solutions techniques. Elle proposait des scénarios d'impact, ils traduisaient en schémas financiers. Leur relation n'était pas exempte de tensions, elle restait faite de débats parfois vifs, mais s'était muée en partenariat opérationnel. La reconnaissance extérieure arriva naturellement, prix d'innovation sociale, invitations à parler lors de conférences, mais surtout témoignages de familles sauves, d'enfants dépistés à temps, de quartiers où l'accès aux soins n'était plus une loterie. Les communiqués de presse ne disaient pas tout, ils ne montraient pas les visages qui s'éclairaient dans les salles d'attente, ni le soulagement des mamans lorsqu'on leur expliquait qu'une prise en charge était possible. Le point culminant se déroula lors d'une cérémonie modeste mais lourde de sens, organisée au Papillon d'Or restauré. Des habitants du quartier, des responsables hospitaliers, des membres de la fondation et des employés de Montclair Industries se rassemblèrent. Amélie prit la parole avec la même voix posée qu'à ses débuts, mais transformée par la pratique et l'expérience. Elle parla de la nuit où elle avait tenu la main d'un inconnu, du fil ténu qui s'était tissé entre deux destins et de la responsabilité qu'est d'accepter un don sans le laisser vous définir. Elle parla de Sophie, des tuteurs, des chauffeurs de bus qui avaient tenu la route avec eux. Et surtout, elle parla de la nécessité d'une économie qui place la personne humaine au cœur des décisions. Thomas, à ses côtés, écouta avec une attention qu'il réservait rarement. Quand vint son tour, il parla moins de chiffres que d'engagement. J'ai appris, dit-il simplement, que la performance n'est rien si elle ne sert pas des personnes. C'était une phrase sobre, mais elle scella, aux yeux de tous, le chemin parcouru. À la fin, ils inaugurèrent un petit jardin devant le café, baptisé Jardin Céline, en mémoire de la fille de Gabriel. Des enfants plantèrent des fleurs, des habitants déposèrent des graines. L'espace devint un symbole, un lieu où l'on cultivait non seulement des plantes, mais des relations. Les dernières pages de cette histoire ne cherchent pas à faire de miracle d'un acte isolé. Elles montrent plutôt la portée d'une décision humaine prise au bon moment. Une main qui se tend, une confiance donnée, des engagements assumés. Amélie n'était pas devenue une figure inatteignable. Elle restait la femme aux mains sèches, celle qui savait faire un café parfait et qui pleurait parfois en silence. Mais elle avait appris aussi à lire des bilans, à négocier des accords, à défendre des valeurs dans des instances où tout se pèse. Elle avait trouvé en chemin des alliés improbables et des adversaires transformés par l'épreuve du réel. Le monde qu'elle avait contribué à bâtir ne fut pas exempt de critiques. Certains continuèrent à penser qu'un acte de charité ne suffisait pas pour changer la société. D'autres regrettèrent l'influence d'un grand groupe sur des questions publiques. Ces débats restaient nécessaires. Mais à la fin, ce qui compta fut tangible, des centaines de vies où la prévention avait évité des drames, des familles soulagées, des soignants formés. Et pour Amélie, une leçon profonde. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est un art qui, bien compris, trouve des formes institutionnelles pour durer. Sur le trottoir devant le Papillon d'Or, la pluie revenait parfois, comme à rafale. Amélie, un soir d'automne, posa sa main sur la rambarde du jardin, regarda la rue et pensa à la tasse cassée, à la main qu'elle avait tenue, à l'homme aux yeux bleus acier. Elle sentit une gratitude qui n'était pas seulement pour l'aide reçue, mais pour la responsabilité. Un mot lourd, mais propice. Sophie, à côté d'elle, fit une remarque légère qui fit sourire Amélie. « Tu t'es toujours occupée des autres, dit-elle. Maintenant, ils t'écoutent. » Amélie rit doucement. « Ils ont appris à écouter, corrigea-t-elle. » La dernière image fut simple. La façade du Papillon d'Or éclairée, une lumière tamisée qui réchauffait le trottoir. Au loin, les silhouettes de camions de la Fondation se distinguaient comme autant de promesses. Une enfant planta un bulbe, un vieil homme lut son journal, et la ville, fidèle à ses contradictions, continuait d'exister avec sa part d'ombre et sa capacité de lumière. Si cette histoire vous a touché, partagez en commentaire le petit geste qui a changé votre vie. Partagez, racontez, car parfois, une main tendue suffit à construire un pont.